Thank you very much. Merci beaucoup. Ah, Joshua, tu es plus grand que moi, je ne pensais pas. Mais en tout cas, ça paraît. Bonjour tout le monde. Et on est vraiment très content d'être là. Merci à secrétariat Julie. Te connaître, vraiment, c'est un bonheur. Oui. Yes, I will. OK, good. Ouais. Une fois que je fasse les présentations. Okay. Merci pour le secrétariat encore une autre fois. Avec chaque année, on fait la même chose avec eux. Donc, on développe certains secteurs qui touchent le domaine minier surtout. Et là, j'ai avec moi M. Jolette et M. Mario. Je l'appelle Mario. On le connaît depuis longtemps. M. Jolette, je viens de le connaître. Je suis très enchanté, M. Jolette, pour ce. Écoutez, je vais faire une petite introduction parce que je pense qu'il est de mise, et d'autant plus que M. Jim McLeod et John Shkapio se sont absentés pour des raisons familiales. Et ils ont insisté à ce que je m'excuse à leur nom de ne pas être présent avec nous. Je veux quand même faire une petite introduction, j'en profite parce qu'à la fin, ça sera plus difficile. C'est que Jim, pour ceux qui nous le connaissent, il est à connaître. Jim, c'est un pionnier dans le domaine de l'exploration minérale. Il travaille depuis très, très longtemps. Il connaît Icon, la mine Icon, pour ceux qui connaissent les mines dans la région. Et c'est quelqu'un qui a développé le secteur depuis très, très longtemps. Donc, il a fait 2 compagnies d'exploration, ce qui était très rare déjà au début des années 2000. Et après ça, il a développé une compagnie Quelle Intelligence. Et je pense que ça, c'était vraiment quelque chose de très osé. Une compagnie d'environnement minier. Donc, c'est pour réparer s'il y a des dégâts miniers. Et évidemment, les choses ont changé énormément. Et là, Mario pourrait en dire plus. Moi-même aussi, mais d'autres qui œuvrent dans les mines peuvent dire pareil, que ça s'est développé d'une façon vertigineuse depuis ces dernières années. Et on a vu un développement vraiment qu'on n'aurait pas vu auparavant s'il y a parmi eu tous ces mouvements environnementaux et toutes ces consciences écologiques, etc., qui se sont mis là-dedans. Donc, je voulais saluer Jim. Et aussi, Jim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sous sa direction John Shkapio, qui est son gendre, tiens. Et John, il est très brillant, c'est quelqu'un qui a œuvré toujours en environnement. Donc, c'est avec lui, d'ailleurs, qu'ils ont fait cette compagnie-là. Ils ont développé EnviroCRI. Et John, il est friand de tout ce qui est technologie, tout ce qui est développement. Donc, Jim, if you hear me, I did the job that you asked me for. Donc, pour le moment, ce que je veux faire, c'est une petite introduction très rapide, au fait, sur l'innovation et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir toute l'automatisation. Écoutez, le document, je l'avais fait en anglais et il va falloir que je me concentre un peu. Alors, excusez-moi si je m'enfarge un peu. Donc, c'est beaucoup de développement qui a été basé sur l'automatisation. Il y a un secteur très, très intéressant ici. Et aussi la robotique qui a été développée depuis des années. Mais là, on la voit que l'entrée de la robotique, surtout dans le domaine minier, il ne peut pas, il ne reculera pas. C'est quelque chose qui va être de l'avant et je pense que Mario va nous dire un mot plus tard encore plus développé. Aussi pour les véhicules de transport, que ce soit dans les mines ou développer le transport pour l'exploration aussi, c'est la même chose. Digitalisation et données, ça, moi j'en connais ça depuis très longtemps, mais là c'est devenu quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire que les compagnies qui sont sur le territoire ou qui font le travail, ils font le travail de digitalisation et la description des données en même temps que les choses se passent. Donc, je trouve ça assez génial. Et ça fait vite. Je pense que j'ai vu les gens de télécommunications, la 5G, elle va y être pour beaucoup là-dessus. Aussi, le fait de la technologie géospatiale, hein, avec la localisation qu'on a en ce moment, les GPS. Écoutez, avant, les GPS, on avait des erreurs de 60, 80 mètres. Maintenant, on est au centimètre près. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. L'avancement aussi de la technique d'exploitation. Comme j'avais dit au début, l'exploitation minière, c'était, je dirais pas une catastrophe, mais c'était vraiment pas pris très, très au sérieux vis-à-vis l'environnement ou l'impact que ça pourrait engendrer. Et ça, c'est pas par mauvaise volonté. Attention, hein, on n'avait pas la connaissance qu'il fallait. Pour la majorité, même s'il y avait des scientifiques qui tiraient l'alarme, regardez pour les réchauffements de la planète en ce moment, on a beau attirer l'alarme, il y a toujours des gens qui pensent que non, c'est une utopie, c'est une histoire, c'est une blague. Et qu'on continue à penser dans ce sens-là, n'est-ce pas? Je n'ai pas tort là-dessus. Hein? Et aussi, ce qui développe, avec la technologie qu'on a, ben, on vise quelque chose, mais un développement durable. Et quand on parle durable, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut déstabiliser cette espèce de développement tranquille, mais qui va toujours en évoluant.
Et je pense que dans tous les domaines, on a besoin de ça, mais le domaine de minier encore plus, surtout le domaine de l'exploration. Donc aussi, quelque chose que je pense que ça tient à cœur à toutes les minières et beaucoup d'autres, c'est la sécurité au travail. Maintenant, avec la technologie, savez-vous, je l'ai su dernièrement qu'il y avait des casques intelligents. Ça, c'est formidable. Donc, on peut savoir si quelqu'un ne se sent pas bien, est-ce que c'est la température trop élevée ou s'il y a des émanations de gaz, etc., surtout dans les souterrains, comme le grisou, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant et très important. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, et je vais rentrer dans le vif tout de suite parce que mes amis attendent ici, et c'est pour cela que je suis ici. C'est pour justement parler avec eux et discuter de toutes ces problématiques. Et je viens d'oublier quelque chose. Mettre mes lunettes. Ah, mon Dieu. Hein? Ça change tout. Voilà, donc, Joshua, merci beaucoup. As every day, every time I meet you, it's fantastic to see you, and it's always a pleasure. Merci à mes panélistes, honnêtement, de vous donner la peine de venir et participer à ça et dynamiser cette discussion. Je suis très content de vous avoir. On va voir comment ça va se passer, mais ça s'annonce bien. Merci également. Je veux remercier la secrétariat. Je vais le faire tout de suite. Et la nouvelle à la baguette, Julie, je te remercie encore une autre fois pour l'invitation. Je veux remercier Mme Atami, parce que, honnêtement, Ataman, pardon, excuse-moi, hein, Atami, c'est plus cri autochtone, mais moi, ça peut être ça aussi. Donc, Mme Ataman, pour la recherche et les questions qu'elle a préparées, c'est elle qui a préparé ces questions que je trouve très intéressantes. Et bienvenue à la discussion d'aujourd'hui sur l'innovation, comme j'avais déjà fait le préambule, les nouvelles technologies et la logistique, avec un accent particulier sur les défis et les opportunités présentes dans le nord du Québec. Et ça concerne vraiment. Donc, je vais commencer avec M. Jolette et merci beaucoup. Je suis vraiment très enchanté de vous connaître. On a parlé 2 secondes et franchement, j'étais plein de choses que j'ai jamais entendues avant. Et je pense qu'il y a des choses à nous dire qui sont très, très intéressantes. Et, mais je vais commencer parce qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas auparavant et c'est devenu quelque chose quand même assez primordial dans la région. C'est le ZIM. Donc, n'est-ce pas? Donc, le ZIM, c'est au fait, je voudrais en entendre parler parce que c'est zone d'innovation minière et le ZIM pourrait devenir le chef de file dans ce domaine, et mondial aussi, hein, dans la transition vers une nouvelle ère minière, peut-être une ère minière plus propre, une ère minière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'abord, j'aimerais dire bonjour, Wicha, Kwe. La ZIM en elle-même, donc la zone d'innovation minière, ne sera pas le chef de file, mais ce sont les entreprises, les communautés et les gens qui la constituent. C'est donc l'écosystème minier qui est déjà actif et présent sur le territoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a lancé en 2020 les initiatives pour créer des zones d'innovation pour mettre à l'avant-plan des secteurs où le Québec peut prétendre à être un chef de file et un leader mondial. Donc, les communautés gravitant dans le secteur minier de la région, je parle entre autres les entreprises, mais aussi les organismes qui travaillent dans le secteur, se sont fédérés pour créer et déposer le projet de la zone d'innovation minière de Rouyn-Noranda. J'aimerais vous dire que Mme la mairesse avait approché également des représentants d'autres villes de la région pour créer une zone d'innovation régionale, mais le concept en soi de zone impose un périmètre géographiquement défini. Donc, c'est pour ça que le projet a évolué tel qu'on le connaît aujourd'hui, et c'est le secteur de la cité étudiante qui a été identifié comme périmètre où on veut créer un milieu de vie attractif. Et c'est de là le fameux slogan « L'humain au cœur de la transition ». On a parlé d'automatisation, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, mais il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de notre activité socio-économique, c'est la qualité de vie de nos gens, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est un quartier innovant, une place où il fait bon vivre et notre souhait,
c'est d'attirer des talents de partout, ne serait-ce qu'à Rouyn-Noranda, mais aussi partout en région. Comment qu'on pourrait traduire ça? Bon, écoute, je ne regarde pas mes notes, je m'excuse parce que là, tu as attiré mon attention sur quelque chose. Comment qu'on peut faire l'application de ça dans des régions éloignées où il y a les communautés sont petites? L'application, comment que ça peut se faire? Bien, la première des choses qu'on sait, c'est qu'un gisement minier, ça ne se déplace pas. On doit aller l'exhumer là où il se trouve. Et le Québec a entrepris un important virage vers une transition énergétique en décarbonation. Donc, les métaux et les minéraux critiques et stratégiques vont devenir de plus en plus intéressants. Donc, on voit ici, là, vous voyez le fameux concept de la zone. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on a déjà, avec les chercheurs et nos institutions de recherche et d'enseignement, un rayonnement international et on est orienté vraiment vers une exploitation minière de plus en plus responsable et tournée vers ces milieux. Donc, c'est comme ça que ça va être fait parce que les gisements sont là où ils se trouvent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est fédérer la recherche, fédérer les entrepreneurs qui développent ces initiatives-là et les mettre à l'œuvre pour les communautés d'accueil qui sont prêts à proximité des gisements qui vont devoir être exploités. C'est très innovateur. Est-ce que c'est une idée de chez nous, ça? C'est très certainement une idée de chez nous parce que l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec est forte de 100 ans d'expérience minière. Aujourd'hui, on a des exploitations qui n'ont pas de mauvaise presse sur leur façon de traiter. Donc, c'est un savoir qu'on a chez nous et qu'on a développé grâce au génie créatif minier de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est là-dessus qu'il faut se baser. On voit la carte des gisements miniers et je vous dirais qu'actuellement, il y a plus du tiers des gisements miniers en opération qui sont situés sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Donc, c'est certain que c'est chez nous que ce savoir-là a été développé et c'est les gens de chez nous qu'il faut mettre à l'avant-plan. Formidable. Écoute, on va espérer l'application bientôt dans tout. Est-ce qu'on a un exemple actuellement? On a des exploitations minières. Je peux prendre, j'ai visité récemment la mine La Ronde, le fameux secteur LZ5. On a l'impression de rentrer dans une salle de jeux vidéo. Les opérateurs sont à la surface et les opérations minières qui se déroulent sous terre sont toutes contrôlées à distance. C'est donc la qualité de vie, la technologie qui est au service justement de l'être humain, mais il faut poursuivre dans cette tendance-là. Et c'est ça, comme M. Roulier, nos équipementiers également, qui sont les meilleurs développeurs. Ce sont les gens qui connaissent bien ce milieu-là. Puis ce qui est important, c'est d'en tirer profit pour les gens de nos régions. C'est vraiment formidable. Écoute, justement, il vient de faire la passe pour Monsieur Roulier. Mario, moi, je te connais depuis un petit bout quand même. On s'est rencontrés dans plusieurs débats, que ce soit pour le développement ou surtout dans le secteur minier et le secteur du forage. Mais aussi, j'ai vu que l'entreprise existe depuis 50 ans. C'est quand même impressionnant. Je n'étais vraiment pas au courant de ça et je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus récent parce que, de toute façon, les compagnies de forage, c'était volatile à un certain temps. Donc, ça disparaît, ça revient, etc. Mais vous, quand même, vous avez bien tenu le coup. L'innovation, la nouvelle technologie, c'est un de vos dadas. Je le sais parce qu'on s'est parlé un petit peu, mais aussi l'application que vous en faites déjà au préalable à l'étranger, en dehors du pays, ce qui est déjà formidable. Et aussi, vous misez beaucoup sur l'efficacité de ces technologies pour justement faire quelque chose de plus rapide, plus efficace, etc. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Tout d'abord, peut-être changer. Ça marche? Oui, ça marche. OK. Kwekakina Wachia, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Sandra. Au début, je n'avais pas accepté parce qu'il y avait le mot logistique. J'ai dit, oh, c'est pas ma place. Hein. Mais quand Youssef m'a rappelé et a dit, hey, on parle de technologie, ben là, je dis, OK, là, j'embarque. Un peu pour nous situer, on est dans les 3 villes. À Amos, on offre le service avec nos entreprises de forage.
du forage à diamant, on fait du carottage. Ici, à Rouen, c'est MBI Global. On fabrique tout ce qui va dans le trou de forage. On a de la robotisation ici aussi. Puis à Val-d'Or, ben, on fabrique les foreuses pour le groupe roulier, mais aussi qu'on exporte comme tel. Puis oui, l'innovation, comme tu dis, c'est une place importante. Ça fait partie de nos valeurs d'entreprise également. Puis c'est un choix stratégique, mais c'est une nécessité également. Nécessité pourquoi? La compétition est très rough. Dans le domaine du forage d'exploration, si on regarde sur la planète en entier, l'Est du Canada est la place la plus compétitive. Ça joue du couteau, le couteau entre les dents, comme on dit, puis on n'a pas le choix d'innover, de trouver des façons de faire, que ce soit dans des nouvelles technologies ou des nouvelles façons de faire. Mais on veut aussi améliorer l'efficacité. C'est important parce qu'il est un grand bout. Là. Oui, l'entreprise existe depuis 50 ans, c'est mon père qui a fondé ça, mais il était un grand bout qu'il n'y avait pas beaucoup d'innovation dans notre domaine. Mais là, la planète forage est petite quand même, puis on voit qu'il se fabrique des choses ailleurs aussi. Puis il faut être plus compétitif, il faut abaisser nos coûts. C'est important de aussi contrôler nos coûts, monitorer tout ce qu'on fait également. Puis c'est pour essentiellement répondre à la concurrence. Dans un autre volet, ben, c'est un choix stratégique. Je pourrais le dire en quatre thèmes. Il faut se différencier. L'innovation, ça permet de nous différencier des autres qui font la même affaire. Parce qu'à la fin, on fait toute une carotte de forage. Mais il faut la faire différemment, le plus facilement possible, le moins de coûts possible. Puis on veut aussi développer des nouvelles... avec ce qu'on a fait, par accident, on s'est aperçu qu'on faisait des trous de forage beaucoup plus précis. Donc, on fait moins de forage pour nos clients. Peut-être qu'on pourrait... j'ai une vidéo aussi qu'on a fait. On a fait un montage. Regardez ici, ça, c'est un foreur actuel. C'est Dominique qui travaille à Mine Goldex. Ce que je vous parle ici, c'est sous terre, mais on le fait aussi à la surface. On voit Dominique qui est affairé sur ses boutons, est affairé sur ses commandes. Il y a son aide-foreur à côté de lui. C'est toujours dans un car, il y a toujours 2 personnes. Il est affairé, il ne faut pas qu'il soit distrait, il travaille très fort. Puis, entre-temps, en 2015, on a commencé à travailler. On ne parlait pas d'intelligence artificielle encore, mais là, on est là-dedans actuellement. Regardez, ça, c'était en 2023, l'année passée. Là, on est encore 2 personnes. Là, on parle moins de foreur, on parle plus d'un technicien. Et puis, vous voyez toutes les bidules alentour, on parle de manipulation des tiges de forage. Dans l'imaginaire, un foreur, on pense tout à un foreur avec des gros bras, mais c'est plus ça. Maintenant, on attire toutes sortes de gens dans le forage. Je regarde ma fille qui est devant moi, elle pourrait forer avec la foreuse autonome maintenant, puis tous les produits de manutention. Puis, si on regarde ce qu'on est rendu en 2024, on pourrait avancer un peu. Et puis, regardez, il n'y a plus personne. Mais il est où passé le technicien ou le foreur? Bien, il est parti peut-être pour un autre foreuse qui est sur le même niveau. Un foreur peut gérer 2 foreuses, puis éventuellement 3 foreuses. Puis, de temps en temps, il vient, il ajuste ses affaires, puis même qu'on le voit un petit peu plus loin, il décide de faire une petite sieste. Ben, Joey, qui est là, il sait pourtant qu'on filme, mais regardez, c'est pour vous montrer, si vous pensez aux premières vidéos, que Dominique, il travaille fort, à la fin de journée, il est fatigué. Ben Joey, lui, avec tout ce que l'automatisation permet, ben il s'en va au gym. Il peut se permettre ça. Fait qu'en conclusion, cette question-là, c'est une question de survie, mais c'est une question de compétitivité également. Ouais, j'ai quand même un petit problème avec la compétitivité parce que ça coûte très cher, ces trucs-là. Comment qu'on arrive à balancer entre la compétition et les dépenses qu'on va faire? Les compagnies veulent de plus en plus pas cher, en fait, de moins en moins cher. Ils disent non, je ne veux pas payer ce prix-là. Comment que vous allez faire ça? Mais ça me donne quelque chose avant que je vous laisse répondre. On sait que tout le développement technologique demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements. Et ça s'adresse à vous deux, mes amis. La main-d'œuvre, évidemment, on ne veut pas la perdre. Entre-temps, il faut faire attention. Je veux dire, on développe des choses, mais on développe beaucoup la technologie, mais on mise aussi sur le fait de remplacer l'être humain. Est-ce que c'est d'actualité? Et si on ne le remplace pas,
comment qu'on va faire pour le faire travailler d'une façon permanente? Parce qu'il faut des jobs à des gens sur une base régulière. Et aussi, est-ce qu'il y a des implications autres que vous, par exemple, dans le développement? Est-ce que le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral ou d'autres instances au niveau de la municipalité ou quelque chose, il y a des aides là-dessus? Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, un après l'autre. Choisissez. Si je peux me permettre. Comme je l'ai mentionné, la transition énergétique va requérir beaucoup de métaux et de matériaux. Donc, les mines, tout ce qu'on touche ici aujourd'hui a eu besoin des mines pour être produit ou est issu des minéraux. La disponibilité de la main-d'œuvre, c'est effectivement un grand enjeu et le secteur minier n'en fera pas exception, ça c'est certain. Le comité sectoriel main-d'œuvre des mines évalue à 15 000 nouveaux emplois le nombre requis pour le secteur minier dans les prochaines années. Et c'est aussi à savoir qu'il y a probablement de ces emplois-là qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça va changer énormément. Et les compétences transversales, comme M. Rouillé l'a dit, ce n'est plus des gros bras maintenant qui vont forer nos gisements, mais plutôt l'intelligence humaine qui sera éventuellement transférée à la machine. Mais on a des gens en création numérique qui vont être appliqués au secteur minier. Donc, ça va prendre un effort collectif. Et il faut savoir que ce secteur-là, ça va être un secteur d'avenir pour d'autres technologies que seulement celles associées au secteur minier. Si j'avais une boule de cristal, je vous en dirais plus, mais ça va être imaginé par nos gens dans les années à venir. On manque, la crise de la main-d'œuvre, on manque de foreurs, de foreuses. Quand je dis foreurs, c'est à tous les sens, là. Non, l'intelligence artificielle, puis ce qu'on fabrique là, ne changera pas, ne va pas couper des jobs. Pas vraiment, ça va changer les jobs. Ça va être beaucoup plus facile d'opérer, ça va être beaucoup plus facile de monitorer ou de démontrer aussi. On a des programmes internes chez Forage Rouillé pour le coaching, tout ça. Là, on le fait sur le terrain, mais avec de l'équipement comme ça, technologique, c'est beaucoup plus facile être un professeur dans le programme. Ça va aider pour ça, exactement. Puis pour la question de développement au sujet des coûts, oui, ça va nous permettre de descendre, d'abaisser les coûts de forage d'une façon, parce qu'on enlève quand même un aide foreur, sans dire que ça baisse de 50 %, mais ça va baisser de façon importante parce qu'actuellement, 50-52 % des coûts, c'est des coûts de la main-d'œuvre dans le mètre de forage que nos clients paient. Et puis, on n'a pas. Il faut rentabiliser ça aussi. Là. Depuis 2015 qu'on investit de l'argent dedans, oui, les gouvernements ont un peu participé. Où qu'on pourrait s'améliorer, c'est les crédits de recherche d'impôts. Actuellement, c'est quand même des dossiers assez volumineux puis approuvés. C'est difficile à monter comme projet. Mais si le gouvernement arriverait avec, pour le nord du Québec, bonifier un peu les crédits d'impôts puis mettre plus de choses là-dedans comme tel, ça pourrait aider, nous, les développeurs, à rentabiliser plus vite tous les sous qu'on met là-dedans comme tel. Bien, si je peux me permettre de compléter, si on pense au temps, comme M. Roulier l'a dit, les défis sont énormes, ils sont devant nous, donc il n'y a pas meilleur moment pour commencer que maintenant. On sait très bien que l'industrie minière a les moyens de ses ambitions. Et qu'elle fait les efforts pour le faire. Mais si on pense, admettons, à la création de la zone d'innovation minière, ce serait vraiment de consolider ce savoir-là chez nous, puis de permettre à nos entreprises de poursuivre leur développement. C'est vraiment l'objectif qui est poursuivi derrière tout ça. Donc, c'est l'application, finalement, que vous allez en faire. Et les gouvernements, leur participation va être limitée à l'application ou il y a des budgets qui vont être injectés dans le futur? Ou est-ce que vous en savez quelque chose, en fait? Je pose la question juste comme ça. Justement, toute la façon de déployer ou de faire la mise en œuvre reste à confirmer, mais ce qu'on veut faire comprendre au gouvernement, c'est que l'expertise et le savoir-faire est ici, en région et dans le nord du Québec. Les ressources sont également ici. Donc, c'est tout indiqué pour investir chez nous. Et comme on le mentionnait, notre objectif, c'est d'attirer les gens
en région et dans le nord du Québec. Je pense hier, on a parlé d'un important projet de chemin de fer pour relier le nord du Québec. C'est un moyen de transport durable et fiable. C'est un moyen qui permettrait à nos communautés de se communiquer et de réseauter. Donc, l'important, ce serait que, justement, nous mettions notre région à l'avant-plan pour ce développement-là. C'est sûr que ça va être une grosse partie pour le développement dans la région, surtout dans les communautés où j'y vis personnellement. Et c'est toujours la bienvenue, vu d'un œil bien particulier. Hein. Vous savez que les communautés tiennent beaucoup à leur environnement, à leur tradition, à leur culture, leur façon de faire. Et le territoire, il est super beau, il est vierge, il est magnifique. On veut le garder de cette façon-là. Et je pense qu'on est tous arrivés à un point de réflexion. Partout, avant, on avait des présidents de compagnies qui n'avaient aucune idée de quoi on parle, parce que c'était des gens axés sur le business, qui est correct, on a besoin de gens comme ça aussi. Mais maintenant, en plus de la connaissance des affaires, les gens, maintenant, ils sont très, très évolués au point de vue de penser, que ce soit pour notre environnement dans le futur. Moi, ça me reste quand même quelque chose qui m'intrigue un peu, Mario, parce que tu me dis que ça va diminuer les coûts, mais en même temps, qui va travailler là-dedans? Là? Nous, nos jeunes, ils sont super contents quand je leur dis « Hey, écoutez, bientôt, vous allez manipuler des drills à distance avec votre joystick. » Et ils sont super contents. Ils disent « C'est le job que je ferai. » Parce que personnellement, tu me parlais des jobs de driller, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, et pour l'argent du monde, parce que nous travaillons très, très dur. Garder une certaine constance pour des gens comme ça, c'est un défi, mais continuel. Moi, j'ai vu des gens forer revenir et des gens qui faisaient des dépressions parce que ça a été très difficile pendant une longue période, des choses comme ça. Donc, ça, c'est sûr que ça va ramener un point très positif pour ça. Mais comment on ne va pas spoiler la job pour les bénéfices de la compagnie elle-même? Parce que, tu sais, là, on voit, là, plusieurs fois, on va essayer de couper les coins ronds pour dire, OK, on va enlever 2-3 postes, on va le remplacer par un poste parce que ça me fait un peu d'argent et pouvoir développer nos projets, etc. Qu'est-ce que tu m'en dis là-dessus? Bien, en partant, on n'a pas de gens. L'année passée, puis les dernières années, nos foreuses étaient parquées. Il manque de gens. On veut attirer les jeunes. Et puis, on arrive avec la nouvelle technologie. Justement, on a attiré les jeunes avec ça. C'est plus facile. On est plus à la mode, disons, avec les nouveaux contrôles, tout ça. Puis non, on va pas. Ça va aider à aller chercher des gens pour. Il faut préserver. On a une expertise là, au Québec, une importante expertise en forage, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers parce qu'on voyage ailleurs, puis les autres sont en train de se structurer. Je pense entre autres aux Chiliens, aux Australiens qui sont bons. Côté santé-sécurité, je pourrais dire même que les Chiliens sont en train de nous dépasser. Fait que justement, il faut foncer dans les technologies, sinon, les autres vont le faire pour nous. Tu voulais ajouter quelque chose? Tu avais une idée? Bien, en fait, c'est tout à fait le cas. Si on veut continuer de propulser nos entreprises puis de leur permettre de croître, voire même conquérir ces marchés-là à l'international, il faut soutenir le développement de l'innovation aujourd'hui parce que, comme M. Rouillé l'a mentionné, il y a d'autres pays qui sont très forts dans le secteur minier. Donc, il faut qu'on préserve ces acquis-là que nos prédécesseurs nous ont remis, puis il faut se tourner vers l'avenir. Pourtant, on a une très, très vieille tradition, justement, et c'est... Bon, enfin bref. Il y a toujours des gens qui vont aller plus vite pour des raisons bien particulières, peut-être les raisons qui ont poussé un certain pays d'arriver plus vite, probablement que nous là-dessus, mais on a toute la connaissance et tous les moyens pour faire beaucoup mieux que ça. Ma question pour le ZIM, est-ce que l'emploi, il y a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce qu'on arrive à employer des gens dans ce système de pensée ou système de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est évalué, au fait? En fait, le concept lui-même de zone, on a créé un OBNL récemment, mais l'objectif, c'est vraiment de permettre à des acteurs qui sont déjà actifs ou qui sont d'ailleurs, qui souhaiteraient venir y contribuer, de pouvoir venir s'installer et aussi soutenir les développements miniers dans les différents milieux d'accueil. Et on a le fameux volet ESG, là, Environnement, Société et Gouvernance, qui est au cœur des priorités de la zone d'innovation. Et on a la chance, avec l'université, l'Institut de recherche mines et environnement, le CETRI au Cégep,
d'intégrer ces valeurs-là. Et l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner les communautés d'accueil et s'assurer qu'on fasse l'exploitation minière de façon responsable. Moi, honnêtement, quand j'entends ça, j'ai toujours l'impression qu'on est sur un planning on commence. Et quand on commence, quels sont les éléments les plus importants dans un contexte-là de ZIM, par exemple? Bien, pour la zone d'innovation, la Ville a déjà dans ses cartons des objectifs pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Donc, c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Je pense, entre autres, à la construction d'un centre aquatique capable d'accueillir les compétitions régionales ou extra-régionales. Les constructions devraient se faire au courant de l'année prochaine. On travaille également sur un plan de centre sportif. Je sais que Fournier a déjà le centre sportif de Val-d'Or et on m'a dit que c'était très bien. C'est le type d'infrastructure qui va nous rendre attrayants et qui va faire en sorte que les gens vont venir s'installer chez nous pour y vivre, travailler et y contribuer. Donc, l'objectif, c'est que toutes nos communautés prennent ce virage-là et qu'on devienne justement le nouveau centre du Québec. On le souhaite pour tout le monde. Mario, j'ai une dernière question, mais je vais vous laisser vous exprimer si vous voulez après ça. Quand vous avez commencé, quand la compagnie a commencé il y a 50 ans, c'était comment? Il y avait une drill et 10 000 personnes? Comment ça se passait? Non, c'était une foreuse puis 2 personnes. C'était quand même relativement simple à l'époque. Oui, ça prenait des bras, tout ça, mais il y avait moins de normes puis tout ça. C'était à la bonne franquette, comme on dit. On partait, on s'en allait avec une débusqueuse, puis on allait en forêt. Il n'y avait pas de permission à demander à personne. Puis c'était cow-boy dans le temps. Ça allait évoluer beaucoup. Maintenant, là, il y a des plans de santé-sécurité, il y a des normes écologos, les ententes avec les partenariats, etc. En plus, tous les deux, on a participé au comité de développement de la bonne pratique de l'exploration sur le territoire, et maintenant c'est un peu partout. Je t'avoue que moi je suis très fier de ça. Juste à enlever les boues qu'on jetait dans les lacs, et que les gens pensaient qu'il n'y avait aucun impact, or que l'impact était énorme. Entre autres, enlever l'oxygène du lac, et donc les vivants, ils vont avoir trop de problèmes de vivre dans ce lac-là. Je trouve que c'est une avancée formidable comme ça, à travers ces règles ou ces façons de faire et de pratiquer. Est-ce que tu penses qu'on peut s'améliorer encore plus dans ce domaine-là? Absolument. Il y a des choses qu'on peut s'améliorer. On parle de EGS, tout ça. Nos clients, ceux qui sont cotés à la bourse, il y a des normes internationales qui sont en cours, mais ça va tomber dans nos cours à nous autres, les fournisseurs aussi. Fait que, avant de se faire dicter, c'est à nous de prendre les devants. On parle de la conservation de l'eau. On a des projets. Je regardais, moi j'ai commencé, j'avais 15 ans. Puis l'hiver, on parle de forage à surface, il faut chauffer les lignes à l'eau. Sinon, puis ça coule toujours, il ne faut pas que ça gèle. Mais on a le même principe depuis que quand j'ai 15 ans. Puis on chauffe le Canada, comme je dis. Il y a beaucoup d'énergie gaspillée. On parle d'automatisation, mais il y a des affaires qu'on peut s'attaquer facilement là, maintenant. Puis on a des aides là-dessus, des aides gouvernementales, puis des organismes là, qui sont là pour nous aider, entre autres. Là. Effectivement. Puis l'eau, c'est un enjeu majeur. En fait, c'est une de nos principales richesses. Puis, comme exemple, on a le lac Ossisco qui a été grandement impacté par l'activité minière des 100 dernières années. Et c'est un laboratoire de recherche sur lequel on travaille. Et on a des équipes qui vont tenter de réhabiliter ce lac-là. Comme je vous dis encore une fois, ils n'ont pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, ils font des tentatives pour essayer de redonner son statut original. Donc, on est à l'avant-garde peut-être de solutions pour réhabiliter des plans d'eau qui ont été grandement impactés par le passé. Donc, c'est vraiment des préoccupations qui sont au cœur de toutes les réflexions. Sincèrement, je suis impressionné parce que là, je vois qu'on s'approche beaucoup de la réalité, qu'on est en train de passer par-dessus les supposés, les théories, etc. Quelque chose d'autre? Tu as toujours quelque chose à dire, on dirait. Non. Là, je t'appelle Hugo parce qu'on se connaît déjà pas mal. C'est bien, mais c'est qu'on voit les gens qui sont actifs dans nos milieux et les gens ont vraiment des préoccupations qui sont tangibles dans ce sens-là, fait qu'on le voit vraiment. C'est très important en tout cas de le dire et de le présenter et surtout montrer aux gens qu'il y a des choses qui se passent.
parce que c'est très bon pour la réflexion commune, la réflexion de la société. Et c'est comme ça que nos sociétés peuvent voir différemment les choses et d'une façon plutôt évoluer que rester sur les bases qu'on a toujours fait en créant de travail, en essayant d'avoir des jobs intéressants et peu importe ce que ça coûte sur le plan social, environnemental, santé, sécurité, etc. Je vous remercie infiniment. Hugo Jolette, que je t'appelle Hugo maintenant, Mario Rouillet, que je toujours appelé Mario. Je suis très, très content de vous avoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et honnêtement, je m'attendais à quelque chose de dynamique, mais là je suis comblé. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère tout le monde, parce que honnêtement... Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment comblé. Je veux juste, avant de vous laisser un dernier mot, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez quelque chose à dire. On dirait que oui, mais bon, enfin bref. Moi, la discussion, vraiment, elle touche à sa fin. Et il est évident que la technologie et l'innovation offrent d'immenses possibilités de révolutionner, pour révolutionner la logistique au nord du Québec. Et je pense que c'est ça, on veut y aller. Est-ce que ça c'est possible dans les années très très proches, close future, near future, quelque chose d'aujourd'hui qu'on peut en parler? Bien, actuellement, on le fait. Si on est capable de couper 50% de la main-d'œuvre sur une foreuse, si on parle de logistique, la plupart on est dans des campements dans le nord. Board and room pour garder un joueur, ça peut être 200, 250 $ par jour. Puis là, si on parle d'écologie, on utilise l'eau. On parle d'avion aussi, quand on envoie nos joueurs à Raglan. C'est encore là, il y a des gaz à effet de serre. Fait que là-dessus, fallait que je place de quoi en termes de logistique, là. Fait que, et voilà. Bien, en termes de logistique, on a effectivement des joueurs qui travaillent, puis il y a d'autres centres d'expertise, dont Novinor à Val-d'Or, qui se tournent vers ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est miser sur les forces de tous les joueurs sur le territoire, puis aussi de s'assurer, en fait, que comme les besoins en minéraux vont en s'accroître selon ce qu'on a compris, il faut s'assurer de travailler en désirabilité. On le voit, les gens vers le sud de la province ont beaucoup de difficultés avec les mines, alors que nous, on a grandi avec les mines. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apprendre ça, être à l'écoute de nos communautés d'accueil et exploiter, mettre en valeur nos ressources naturelles de la façon la plus responsable et durable possible. Merci beaucoup. Merci Hugo. Merci Mario. Je suis Youssef Larbi du Conseil CRI sur l'exploration minérale, le Criminal Exploration Board. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt, j'espère. Merci. Merci. Miigwech.